Bonjour, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent pour cet entretien Anthropocène depuis le lieu d'Europe à Strasbourg, toujours en direct pour l'exposition Dessiner le droit dans l'Anthropocène. Alors je suis Isabelle Michalet, je suis juriste, je fais partie de l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Je suis enseignante à la faculté de droit de l'Université Lyon 3 et chercheuse en droit de l'environnement dans un laboratoire qui s'appelle Environnement Ville Société. Et je suis là aujourd'hui, en tout cas pour cet entretien, pour échanger avec grand plaisir avec Mathias Guillaumard, qui est juge à la Cour européenne des droits de l'homme, élu au titre de la France. J'ai grand plaisir à vous recevoir. Je vous ai lu, je vais vous le dire, je vous ai lu, bien entendu, en tant que juriste, lorsque vous étiez au Conseil d'État en France. Et donc vous êtes venu aujourd'hui pour échanger avec nous sur la Cour européenne des droits de l'homme, sur votre fonction de juge, et nous éclairer un peu sur ce processus qui est celui de dire le droit ou de juger. Alors, pour commencer, pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être ne connaissent pas la Cour européenne des droits de l'homme, je voulais vous demander simplement de nous la présenter. Selon vous, c'est quoi la Cour européenne des droits de l'homme ? Bonjour et merci de ces mots d'accueil. La Cour, c'est l'organe judiciaire du Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe, c'est l'institution qui a refondé un projet politique après la Deuxième Guerre mondiale à l'échelle européenne. Pour faire bref, aujourd'hui, c'est 47 États, bientôt 46, à raison des événements qui se produisent actuellement en Europe, qui partagent les mêmes valeurs et qui ont décidé de porter un projet politique, un projet de valeurs, par le droit, avec l'idée que la promotion de la règle de droit, ce qu'on appelle la prééminence du droit, l'état de droit, la paix et la justice, peuvent être servis par des États qui s'en remettent à un organe judiciaire, qui est la Cour européenne, pour exercer en dernier ressort une supervision, c'est-à-dire vérifier que aucun droit de l'homme, ceux qui sont aucune liberté fondamentale définie par la Convention qui date de 1950, n'a été violé dans le chef d'un particulier. Et donc c'est à la fois un projet et une confiance, un projet politique et une confiance dans le droit et le juge pour le porter, le faire vivre au quotidien. Alors peut-être ce qu'on peut rajouter, merci pour cette présentation déjà très vivante de la Cour, parce qu'on peut l'apercevoir comme une institution, mais en réalité il y a ce côté vivant, ancré dans la société, qui, il me semble, se traduit par le fait que des citoyens peuvent saisir cette Cour, et c'est ce qui fait toute cette particularité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, c'est la caractéristique propre, singulière à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle le recours individuel. N'importe quel particulier qui estime, après avoir saisi les tribunaux de son État, c'est-à-dire exercer les voies de recours internes, estime qu'en dépit de ces recours-là, il reste victime d'une violation d'un de ses droits humains, peut directement, devant la Cour, saisir cet organe judiciaire pour obtenir un remède à sa situation. Et donc c'est cet accès direct très simple, offert à chacun après l'épuisement des voies de recours internes, qui marque l'efficacité du dispositif. Et qui en fait, je pense, aux yeux de ceux qui connaissent un peu tout son intérêt et qui rend cette Cour si particulière et si importante. Alors, elle est particulière parce qu'elle s'intéresse aux particuliers, justement, aux gens. Oui, il y a malgré tout. Elle s'intéresse à la vie des gens ici. Et les gens viennent nous voir avec des cas très concrets, très incarnés. Et c'est le droit au quotidien dans la chair et la vie des gens. Oui, alors justement, vous êtes juge au sein de cette Cour. Donc qu'est-ce que c'est pour vous être un juge au sein de cette Cour qui est en lien si proche avec les citoyens, avec la vie des gens ? C'est d'abord un grand honneur d'être juge. Il y a 47 juges par État membre du Conseil de l'Europe. Et c'est souvent nous le disons entre nous, les juges, comme un miracle, parce que nous essayons de faire vivre ensemble ce à quoi nous croyons, c'est-à-dire les droits de l'homme, l'Europe et la justice. Et cette Cour-là essaye de faire vivre ensemble ces trois utopies et qu'elles deviennent, dans toute la mesure du possible, notre réalité. Et vous, vous avez une fonction, mais comment l'exercez-vous ?
à titre peut-être personnel. Qu'est-ce que vous y mettez de vous dans cette fonction? Ce qui est très particulier dans le métier de juge, ça je pense que c'est vrai pour tous les juges internes comme les juges internationaux, c'est que c'est un métier qui est à la fois très personnel et très institutionnel. Il faut mettre de soi, vous avez raison, on ne peut pas être juge en passant, mais on est au service d'une institution et au service collégial d'une institution. Et être juge, c'est d'abord être membre d'un collectif. Et c'est ça aussi qui permet normalement à la justice d'être bien rendue. C'est que c'est pas la décision de quelqu'un tout seul dans son coin qui va prendre tel ou tel arrêt. C'est vraiment un processus délibératif. D'abord avec les parties qui ont ce qu'on appelle l'échange contradictoire et qui vont porter devant le juge leurs prétentions contraires, et puis entre nous aussi, entre juges, par le délibéré et la recherche en commun du juste équilibre. Donc je dirais, il faut mettre de soi, mais il faut aussi être capable de s'intégrer totalement, de s'oublier presque dans ce collectif, dans cette institution qui vit par la collégialité et le respect mutuel. Alors, dans cet exercice que vous pratiquez, nous, les juristes, on connaît un certain nombre de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et selon le domaine dans lequel on travaille ou auquel on s'intéresse, on a un lien particulier avec telle ou telle affaire parce qu'elle fait résonner en nous alors soit des histoires qui nous touchent, soit des questions juridiques qui nous intéressent. Alors je voulais vous demander, dans cette fonction que vous exercez, est-ce qu'il y a une décision ou des décisions qui vous touchent particulièrement ou que vous préférez peut-être, pour laquelle vous avez, alors bien entendu, votre regard de juge, qui doit être celui le plus objectif possible, encore qu'on pourra en discuter, mais qui vous touche en particulier? Est-ce que dans ces décisions qui sont prises par cette cour, est-ce qu'il y a un contentieux en particulier ou une décision en particulier qui vous a touché ou qui vous touche et qui vous semble révéler l'importance du rôle de cette cour? Alors, vous aviez eu la gentillesse de me préparer à cette question, donc j'ai pris du temps pour réfléchir et ne pas être totalement brut pour point. Et je vais vous décevoir parce que plus j'ai réfléchi et plus je pensais que je ne pouvais pas vous répondre. Non pas parce que je n'ai pas de préférence, mais parce que je crois que c'est presque ontologiquement impossible pour un juge d'établir des tris ou des hiérarchies dans le corpus jurisprudentiel de son institution. Ça serait d'ailleurs bizarre presque même d'aller distinguer tel ou tel arrêt selon d'ailleurs peu importe qu'on y ait siégé ou non. Et donc je pense qu'il faut avoir une égale passion pour l'ensemble des contentieux et un égal attachement aux précédents, avec cette égale liberté de les faire bouger, ces précédents. Le précédent, c'est ce qui donne de la stabilité à la règle jurisprudentielle, un cadre, une cohérence, une prévisibilité, mais ça n'est pas figé, le droit est vivant. Nous disons souvent que la Convention est un instrument vivant, et le domaine de l'environnement est un champ dans lequel ce dynamisme se manifeste tout particulièrement. Donc je crois que c'est quasiment impossible, mais je ne vais pas complètement ne pas répondre. Évidemment, c'est toujours un aller-retour entre ce que nous touche personnellement, vous l'avez dit, nous affecte au sens propre du terme humainement, et puis cette disponibilité que nous devons avoir de manière égale pour l'ensemble des affaires. Il n'y a pas de petites requêtes, il y a des requêtes. Il faut les traiter également. Mais voilà, si je dois vous dire, ce qui me bouleverse très particulièrement, c'est tous les contentieux qui sont liés aux enfants. Voilà, je dois dire que, quelle que soit d'ailleurs la manière dont un enfant vient en litige dans une affaire portée devant la cour, il y a une émotion particulière et il faut être capable de la prendre en compte et de ne pas y céder non plus. Le juge ne juge pas avec ses émotions. Et il en a quand même. Alors, peut-être pour avancer un peu plus sur des illustrations de ce type de contentieux, quelles sont les affaires dans lesquelles les enfants sont concernés, sont victimes peut-être? Il y a beaucoup d'affaires. Je peux vous donner 3 exemples. Et vous avez toute la question des mineurs isolés ou des mineurs qui sont avec des familles d'immigrés placés en rétention administrative, par exemple. Vous avez toutes les affaires qui touchent au placement d'enfants,
Donc des enfants dont les parents peuvent se disputer la garde ou qui sont retirés à leur famille et placés en institution. Donc la question est où est l'intérêt supérieur de l'enfant, puisque c'est ça la boussole de la jurisprudence, se placer du point de vue de l'enfant. Mais vous pouvez aussi malheureusement avoir des affaires encore plus tragiques, comme des enfants qui sont morts, par exemple, sous les coups d'un de leurs proches, et puis la question de savoir si la justice a correctement répondu aux besoins qui va résulter de cette tragédie-là. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'hypothèses dans lesquelles les enfants peuvent être placés au cœur d'une affaire. Et en réalité, beaucoup d'articles de la Convention européenne vont s'appliquer à eux. Ce que je trouve intéressant, et je resterai pas plus longtemps que ça sur cette question, c'est que l'enfant montre bien qu'on peut être titulaire d'un droit sans être doué de la capacité juridique. Et ça, c'est une question qui intéresse tous les juristes. Eh bien sûr qu'un enfant, même s'il n'est pas majeur par définition, et donc s'il n'est pas incapable juridique, en deux mots, est titulaire des droits humains. Et ça, c'est très intéressant. La titularité des droits, je pense pour moi, n'est pas une question de propriété, mais une question de qualité. En fait, j'aime bien l'expression droits humains, parce que, même si la Convention s'appelle en français droits de l'homme, et que je peux utiliser droits de l'homme, mais dans l'idée de droits de l'homme, on a l'impression d'une propriété. C'est mon droit. Dans l'idée de droits humains, c'est une qualité. C'est le propre de l'homme d'avoir des droits. Et ça n'attend pas 18 ans pour être avéré. Vous voyez, et j'aime bien aussi utiliser cette figure de l'enfant qui est titulaire de droit sans être capable juridiquement. Et par ailleurs, ce n'est pas le cas seulement des enfants, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont placées dans ces situations de particulière vulnérabilité. Il y a cette situation propre de dépendance ou de vulnérabilité qui renchérissent les besoins de protection. Est-ce que ça nous ramène à cette idée que tous les êtres humains sont égaux entre eux et qu'un enfant, comme un adulte ou une personne qui serait dans une situation socialement beaucoup plus favorable, du point de vue de la titularité des droits, est égal. Il y a une égalité. Et c'est ça aussi qui fait la force du texte. Absolument, oui. Et il y a une égale distribution des droits, et ça c'est certain. Parce que c'est propre à l'homme, justement, à ce que nous appelons la famille humaine, la communauté humaine. Et ça, c'est certain que chacun est titulaire à un égal titre de l'ensemble des droits. C'est réconfortant, à l'époque contemporaine, de le savoir, de le dire, et de le dire et de l'affirmer. Il faut le dire. Et de dire qu'il y a une juridiction qui veille à ça. Nous veillons à cela, mais nous veillons avec les juridictions internes. Ça, c'est un élément sur lequel je veux insister, c'est ce que nous appelons ici la responsabilité partagée. La Convention, pour être effective, elle doit être appliquée à tous les stades, et le plus en amont possible. Quand le législateur fait la loi, il doit penser au respect des droits. Lorsque l'administration d'un État l'applique, le juge interne d'un État l'applique, ils doivent veiller au respect. Et ce sont les premiers garants de la Convention. Nous intervenons à titre subsidiaire. Et cette complémentarité-là, elle est fondamentale parce que nous ne pouvons pas faire tout seul, et nous n'avons pas cette prétention. C'est tous ensemble que nous rendons les droits effectifs et concrets. Oui, il serait quand même assez dérangeant que ce soit seulement dans le cadre de cette enceinte que les droits soient garantis et que ça ne soit pas au quotidien dans le droit le plus, on va dire, le plus local de chaque État. Oui, évidemment. Alors je vais revenir à l'exposition qui nous réunit aujourd'hui et qui présente des arrêts, alors notamment de la Cour européenne des droits de l'homme, mais aussi d'autres juridictions, on y viendra, qui sont ce que l'on a considéré dans la composition de cette exposition des avancées sociales et environnementales. On a cherché à mettre en avant la créativité du droit et donc des juges ou des juridictions. Et on sait qu'aujourd'hui, cette créativité du juge, elle est très largement sollicitée par ceux qui saisissent le juge, les citoyens, des ONG qui vont chercher le juge et lui poser des questions peut-être un peu dérangeantes, innovantes. Comment est-ce que dans ce contexte-là, vous voyez la mission du juge? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'aujourd'hui, du fait de cet activisme, on pourrait même le dire, de certains citoyens ou de certaines
associations ou ONG, est-ce que vous percevez une évolution de la mission du juge, de sa position, et est-ce que ça met le juge peut-être dans une situation un peu difficile, parce qu'on va lui demander finalement d'aller dire du droit qui n'est pas dit ailleurs ou qui n'est pas écrit ailleurs, et on se tourne vers lui. Alors c'est le cas de la Cour européenne des droits de l'homme comme un dernier recours. Est-ce que c'est quelque chose qui vous met dans une situation un peu difficile, ou en tout cas qui vous questionne? Je crois que ce qui est assez intéressant, si on s'intéresse à la question de la protection de l'environnement et du droit, c'est qu'il y a eu finalement, je crois, 3 époques de la part de ceux qui s'en préoccupent et qui sont les acteurs au quotidien de l'action pour la protection de la planète ou de l'environnement. Dans un premier temps, il y avait une action qui était complètement à côté du droit, et à la limite peut-être même hostile au droit, qui n'était pas pensé comme étant le véhicule d'une possibilité d'améliorer les choses. Il y a une deuxième étape, et d'ailleurs la deuxième et la troisième se chevauchent, où au contraire on a accompagné un certain nombre de choses par le droit. Et il y a la directive Oiseaux 1979 qui fait l'objet d'un DDSA qui est en face de moi d'ailleurs, où vous avez la Convention sur les invertébrés. Donc vous avez des textes qui se saisissent. Donc le droit accompagne, cadre. Et puis la troisième époque qui est plus récente, c'est qu'on va aller chercher de manière proactive le droit comme un aiguillon, comme un levier. Et je crois que c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir les 3 mouvements qui se succèdent et parfois donc se chevauchent. On est aujourd'hui typiquement dans une saisine des juridictions, qu'elles soient nationales ou internationales, par un certain nombre de personnes qui agissent de manière délibérément militante, proactive, et qui demandent aux juges de pousser les choses. Et je crois que c'est très symptomatique de l'évolution des mentalités. Et je vais vous dire quelque chose. Je pense que ce n'est pas vrai que dans ce domaine-là. On a vu dans d'autres domaines, je peux parler de la bioéthique par exemple, ou du droit de l'état des personnes, exactement les mêmes phénomènes. Ce qui est extrêmement intéressant, et ça renvoie à la question que vous posiez sur le positionnement du juge, c'est que ni le droit ni le juge ne peuvent tout faire, et certainement le juge encore moins que le droit, puisque vous avez d'autres espaces juridiques que l'espace judiciaire, c'est heureux, mais ils doivent quand même avoir l'ambition de faire. Voilà. Et on ne peut pas renoncer à tout, sinon à quoi bon construire des espaces juridiques ou de protection juridictionnelle. Ce qu'il faut, c'est trouver sa juste place. Voilà. Alors le juge, comme disait Montesquieu, est une machine inerte par nature, donc il n'agit que quand on le saisit. Il réagit d'une certaine manière à une attente, à un besoin. Et c'est ça qui se traduit dans la jurisprudence de la Cour. Vous avez une jurisprudence qui a ajouté un certain nombre d'exigences à un certain nombre d'articles. L'article, alors il y a les arrêts Ioannidis ou Lopez Ostra qui sont dessinés dans cette belle exposition. Et bien derrière le droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention, le droit au respect de la vie, protégé par l'article 2, la Cour, d'une certaine manière soucieuse de répondre aux attentes à la fois sociales et humaines de ceux qui la saisissent, a agrégé à ces droits pivots-là un certain nombre de volets qui se traduisent par des exigences en matière de protection, par exemple contre le risque environnemental ou l'exposition à des dangers liés, que ce soit des catastrophes naturelles ou des pollutions humaines, atmosphériques. Et donc ça, je crois que c'est ça, l'interaction entre la demande de justice et la réponse de justice qui est importante à comprendre. Mais tout ne peut pas se passer au prétoire. Ça, je crois que c'est extrêmement important que chacun ait conscience que, là aussi, je parlais de responsabilité partagée, on ne peut pas s'en remettre exclusivement au juge. C'est chacun un quotidien, c'est aussi d'abord au niveau macro des décisions politiques qui engagent non seulement la planète entière, mais les générations futures. Et donc chacun doit tenir son rôle. Mais quand je dis chacun doit tenir son rôle, y compris le juge. Dans cette ambition de faire que vous avez proposée, j'avais une question sur la manière dont, alors la Cour européenne des droits de l'homme est une cour européenne, comme son nom l'indique, la manière dont elle peut interagir avec d'autres juridictions. C'est-à-dire, alors,
on sait que la Cour européenne des droits de l'homme prend ses décisions par référence à une convention, donc à un texte, et non pas par référence à d'autres choses qui pourraient évoluer de par le monde. Mais bien entendu, les décisions qui sont prises par d'autres juridictions sont entendues, connues des juges, et je voulais savoir quelle est la part que peut prendre ce contexte, cette évolution, alors ce que nous les juristes appelons le dialogue des juges, c'est-à-dire la manière dont les juridictions peuvent éventuellement, alors peut-être pas se répondre, mais en tout cas s'entendre ou s'écouter un peu. Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'importance pour vous, dans le sens où on voit bien qu'aujourd'hui dans des juridictions, notamment en Amérique latine, il y a de grandes évolutions avec la reconnaissance de droit à la nature, par exemple, aux écosystèmes. Bon. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne ici, à la Cour européenne des droits de l'homme, et comment est-ce que ça peut résonner ? Oui, alors c'est tout à fait certain que le dialogue des juges est une réalité, et si ça n'est pas une réalité, il faut que ça en devienne une. Donc là aussi, il faut un peu de performatif. Mais par expérience, je peux quand même témoigner que les juridictions s'écoutent de plus en plus et interagissent. C'est lié à plusieurs phénomènes. D'abord, il y a l'enchevêtrement des réseaux de normes, des règles de droit qui font que chaque juridiction agit dans son champ, mais en rencontrant d'autres juridictions qui sont chargées de veiller au respect d'autres corpus. De ce point de vue-là, en Europe, la Cour ici à Strasbourg et la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg sont dans un dialogue permanent, un vis-à-vis qui tend à ce qu'il y ait le plus d'harmonie et de cohérence possible dans les réponses données. Mais vous sortiez de l'échelle européenne, oui, bien sûr que ce qui va être rendu par des cours suprêmes ou des cours constitutionnels à l'échelle du monde intéresse, et on fonctionne aussi de ce point de vue-là en réseau. Mais je terminerai quand même pour dire, il ne faut pas sortir de son rôle. Vous voyez, le dialogue des juges ne peut pas conduire à ce qu'il y ait une confusion des rôles. Ici, à la Cour européenne, nous sommes chargés de veiller au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. C'est un texte qui repose sur l'humanisme juridique. Et l'objet de la protection de la Convention, c'est l'homme. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui est lié à la protection de l'environnement passe par le prisme des atteintes qui sont portées à des particuliers, à des personnes. Mais c'est parfois d'ailleurs un reproche qui est fait à la Cour européenne d'être anthropocentriste. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer au biocentrisme ou à l'écocentrisme. Non, il faut que tous ces courants alimentent la pensée. Mais il faut savoir quelle est la partition qu'on a à jouer. S'il n'y a pas de nouveau texte, peut-être qu'un jour il y aura un nouveau texte du Conseil de l'Europe, on verra, il y a des conventions qui sont signées. Bon. En l'absence de nouveaux textes, nous, l'instrument que nous faisons respecter, c'est un instrument qui a pour objet la protection des droits de l'homme. Et ça passe par ce prisme-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qu'on peut faire passer par ce prisme-là. Mais voilà, je crois que le dialogue des juges ne doit pas conduire à l'interchangeabilité des rôles ou à la confusion des offices. Le juriste doit être rigoureux et rester dans le cadre qui est le sien. Nous sommes d'accord. Alors, vous l'avez dit au départ, cette Cour européenne des droits de l'homme est saisie par des citoyens, et ça soulève pour moi la question de la connaissance du droit, de la connaissance de ses droits. Et nous avons, alors ce projet de dessiner le droit a éveillé chez nous l'idée selon laquelle l'art pourrait servir d'intermédiaire, ou en tout cas aider à faire connaître le droit. Est-ce que ça vous semble une idée pertinente de dire que l'un des enjeux démocratiques et l'un des enjeux pour la Convention européenne des droits de l'homme, c'est d'être connu, c'est que les citoyens, tous, quel que soit d'ailleurs leur niveau d'éducation et leur niveau de sensibilité face au droit, connaissent ce texte et connaissent leurs droits. Est-ce que l'art peut être un moyen pertinent? Alors tout à l'heure, nous avons écouté Joanne Riva qui a dit que l'art permet la rencontre par un objet interposé. Est-ce que ça vous semble une idée à creuser pour nous les juristes? Oui, je pense que c'est une excellente idée. Quand je vois tous les dessins qui illustrent des textes ou des engagements ou des jurisprudences, j'en ai la confirmation. L'effectivité de la règle de droit suppose son accessibilité et généralement aussi
la plus grande adhésion possible à la règle et à ce qu'elle véhicule. Je présuppose évidemment que nous sommes dans un état de droit et que la règle véhicule des valeurs ou des choix politiques vertueux. Mais bon, c'est le cas du Conseil de l'Europe. Alors, pour rendre le droit vivant, accessible, compréhensible, pour que les gens se l'approprient, il n'y a jamais trop de bonnes manières de faire. Et tout ce qui donne à voir, donne à comprendre, donne à ressentir, et donne à partager est essentiel. Et de ce point de vue-là, je trouve que on voit bien ce à quoi ça peut servir en le voyant dessiner ou figurer. Et évidemment, ça c'est très important. Et il faut surtout sortir de l'idée que le droit c'est un vieux parchemin dans un coin ou un algorithme en matière de justice prédictive dans l'ombre d'une machine. Non. Ça n'est pas ça, le droit c'est fait par les gens, pour les gens. Et toute la manière qu'on a de l'incarner est bienvenue. Et vous avez parlé des forces créatrices. Oui, le droit c'est une création, c'est un acte de langage, le droit, qui repose sur un acte créatif. Et de ce point de vue-là, il y a des ressorts très communs entre l'art et le droit. Et il faut que les puissances imaginatives soient à l'œuvre quand on fait du droit. Sinon, on le sclérose, on l'enferme, on le fige, et il finit par perdre de vue ce à quoi il doit servir, c'est-à-dire permettre le vivre ensemble. Vous avez dit que le droit doit être incarné. Et tout à l'heure, Johan Riva, un des artistes, et notamment qui a réalisé l'œuvre sur la Constitution de l'Équateur et la Pachamama, disait que la peinture est toujours incarnée. Et je trouve cette idée d'incarnation, là on a un point de rencontre entre l'œuvre et le droit. De vous entendre, juriste, parler du droit vivant, de droit incarné, alors vous pouvez développer cette idée selon laquelle le droit doit être incarné. Pour un non-juriste, oui. Comment le percevoir? Mais, alors, évidemment, je parle toujours d'où je suis. Ici, à la Cour européenne, nous avons des litiges portés par des particuliers. Nous faisons ce que nous appelons un contrôle concret. C'est-à-dire exactement ce que j'appelle l'incarnation. C'est-à-dire que nous regardons comment la règle a été appliquée ou n'a pas été appliquée concrètement dans une situation située, justement. Ici, maintenant, là, concernant telle personne. Et c'est ça qui va être pris en considération par le juge. Il va regarder, c'est une règle qui peut être dans sa structure abstraite parfaitement admissible ou respectueuse de la hiérarchie des normes, va produire des effets concrets dommageables. C'est ça le droit incarné. Qu'est-ce qu'au moment de sa réalisation, il produit? S'il produit du mauvais, il faut trouver une solution en droit pour réparer cela. C'est ça l'incarnation. Et quand on voit des dessins qui ne sont pas très joyeux, mais le thème ne prête pas à l'optimisme forcené. Alors, on voit comment, justement, par l'expression artistique, on peut représenter un certain nombre de choses qui se passent et qui sont terribles, et comment la figuration interpelle sur le besoin de réparation. C'est ça que je vois dans ces dessins-là. Puis je vois de l'espoir aussi sur certains. Il y a de la couleur, ou il y a des choses, certains dessins, celui où l'herbe pousse sous les bottes, là, et donne l'espoir. Voilà. Eh bien, c'est ça le droit. C'est de restaurer de l'espoir aussi. C'est-à-dire, c'est pas fini. C'est jamais fini. Tant qu'il y a de la vie, il y a la possibilité de reconstruire, de rebâtir et de progresser. Dans le préambule de la Convention, il est parlé non seulement de la sauvegarde, mais du développement des droits de l'homme. C'est l'axe, c'est le progrès. Il n'y a de droit effectif que dans une route ascendante. Et c'est ça aussi que ces dessins donnent à voir. C'est le terrible du jour de la situation actuelle et l'espoir que demain soit meilleur. Mais je vous remercie pour ce propos en forme de conclusion sur l'espoir que peut faire naître la mise en œuvre du droit, l'évolution du droit. Et vous avez fait référence tout à l'heure aux forces imaginantes du droit. Je pense qu'on peut conclure aussi en rendant hommage à l'autrice. Mireille Delmas-Marty, oui, que j'ai cité sans la sourcer, mais qui est quelqu'un qui a mis, avec l'idée de mondialité qu'elle a transposée dans le champ juridique, et qui était soucieuse des questions d'environnement et qu'elle a porté dans les dernières années de son œuvre au plus haut niveau, oui, qui a fait beaucoup, et je suis heureux qu'on rende cet hommage à Mireille Delmas-Marty, qui a fait beaucoup pour
casser les cloisons. Et je crois que c'est ça. L'art et le droit, ce sont des éléments de communication, d'échange, de fluidité. C'est ça qui les rapproche. C'est ça la vie. Personne n'est assigné à rien. Tout est possible dans un cadre respectueux, mais tout est possible. Et merci de cet hommage à Mireille Delmas-Marty. Mais pour tout vous dire, son œuvre est à l'origine aussi de ce projet de dessiner le droit dans l'Anthropocène, c'est-à-dire de proposer, de montrer, de donner à voir à tous les forces imaginantes du droit, que nous les juristes nous connaissons un peu et qui nous touchent, mais d'arriver par le sensible à transmettre ça à tous les citoyens, à tous ceux qui voudront bien se pencher sur ces œuvres. Merci beaucoup, merci de votre invitation, Guillaumard, pour cet entretien très riche et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Les entretiens Anthropocène.